Les armes occidentales livrées à l'Ukraine finissent sur le marché noir. Ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. À qui profitent les sanctions contre le Mali? On va discuter avec nos chers invités. Et puis Centrafrique, grave crise alimentaire. Le PAM cherche des financements immédiats. On termine comme de coutume par le Togo. Le prix du litre d'huile végétale plafonné à 1170 francs CFA. Nos invités sont en place. Eric Johnson, journaliste et directeur de publication de l'Union. Bonjour Yannick. Bonjour Michel, bonjour chers collègues, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Bonjour Firmin, tout va bien? Oui, bonjour Michel Takba, tout va bien, merci de m'avoir invité. Et puis Gabin Adjao, analyste politique, il est là à chaque fois. Le jeune Gabin, ça va? Bonjour. Ça va. Toujours stylé. Bonjour Michel et bonjour à mes deux grands frères pour qui je vois un grand respect. Et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs aussi. La Russie a affirmé mardi 5 juillet que les équipements militaires livrés par les Occidentaux à l'Ukraine étaient désormais présents sur le marché noir des armes ainsi qu'au Proche-Orient, sans toutefois en apporter la preuve. Une partie des armes livrées à Kiev se propage au Moyen-Orient et finit également sur le marché noir, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, et après le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une allocution retransmise à la télévision. Alors, Firmin Teko Agbo, pour le moment, il n'y a pas de preuves. Il peut ne pas y avoir de preuves, mais si vous suivez un peu la géopolitique et comment le monde évolue, et vous vous inspirez un peu du passé du monde, vous pourriez croire à ce que ces deux ministres russes ont affirmé. Si vous voyez un peu ce que la Libye est en train de vivre, et comment le terrorisme a pris de l'ampleur ces dernières années, vous comprendrez aussi. Moi je dis, si le terrorisme s'est amplifié avec le temps, c'est parce qu'il y a eu guerre en Libye, Kadhafi est parti et les armes sont parties de ce pays. Les gens sont partis avec des armes. Ces armes ont circulé sur le marché noir. Plus personne n'arrivait à contrôler la circulation de ces armes-là. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et les gens se demandent aujourd'hui d'où viennent ces armes qu'utilisent les terroristes. Vous savez, il y a une des choses aussi qui ont renforcé la création de l'État islamique. C'est la guerre syrienne. La guerre syrienne qui a l'une des conséquences directes, c'est le renforcement et la création de l'État islamique. Et après le début de cette guerre qui a fait des années, vous avez vu que l'État islamique a occupé près de la moitié de l'État syrien. Et aussi, ça s'est propagé aussi, cet État, entre guillemets, s'est propagé dans la région et a commis des atrocités pas possibles. Donc, la guerre, bien sûr, on peut peut-être la vivre, mais il faut penser aux dégâts collatéraux, aux conséquences. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec la guerre russo-ukrainienne. Ce que nous sommes en train de vivre avec le président, ça ne s'arrête pas là. Même si on dit aujourd'hui que la guerre russo-ukrainienne prend fin, on devrait s'attendre à beaucoup de choses à l'avenir. Ces armes qui sont en train de partir peut-être des États-Unis, qui sont en train de partir peut-être entre guillemets du monde occidental, ces armes, la plupart ne vont pas indéfiniment rester en Ukraine. Ou il y a certaines qui vont quitter l'Ukraine, qui vont circuler dans l'Europe, dans l'Asie, et c'est tout un commerce qui est en train d'être fait. Quand les États-Unis débloquent des milliards pour que l'Ukraine puisse acheter des armes, c'est un business. Et moi je dis que ceux-là qui ne voudraient pas que la guerre prenne fin, ce sont en premier les Occidentaux.
Les Occidentaux, il y a quelque chose derrière parce que, attendez, la plupart des entreprises qui fabriquent les armes appartiennent aux Américains. Vous imaginez quand Bush était arrivé, c'est lui qui a déclenché la guerre, c'est lui qui a fait la guerre en Irak. Et si vous voyez la société qui a vendu des armes à l'État américain, cette société appartient à la famille Bush. Et Condoleezza Rice, qui était même la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, qui était la secrétaire d'État, faisait partie de cette société, membre ou était employé de cette société-là. Vous imaginez un peu. Donc, quand Bush est arrivé, il s'est dit, mais il faut créer un truc juteux dans la guerre d'Ukraine et l'autre société va vendre des armes à l'État américain. Donc, c'est tout un business qui est en train... À l'État ukrainien. Pardon? Ukrainien. Donc, c'est tout un business qui est en train d'être fait. Donc, les Occidentaux ne voudraient pas trop que la guerre la prenne fin parce qu'il y a des milliards qui circulent, il y a des armes qui partent des sociétés américaines, des sociétés occidentales pour se diriger vers l'Ukraine. Et après, on voit tout ce qui suit. Donc, ce que les ministres russes sont en train de dénoncer, on ne pourrait pas dire que c'est faux. Bien sûr, ce sont les Occidentaux qui parlent de preuves. On ne pourrait pas dire que c'est faux. Mais tout le monde sait ce qui se passe pendant les guerres et après les guerres. Alors, Eric Johnson, quand on parle de marché noir, on va aider nos chers amis scottiers. C'est où, c'est quoi ce marché noir? C'est quel endroit précisément? C'est vrai, on a parlé du Proche-Orient, on a parlé du Moyen-Orient. Oui. Tu sais, je vais peut-être décevoir un peu mon jeune frère en disant qu'aujourd'hui, les armes qui sont vendues à l'Ukraine sont vendues à crédit. L'Ukraine n'a pas les moyens aujourd'hui pour s'acheter argent comptant ces armes-là. Donc, à partir de ce moment, je dis, tout ce qui vient de développer, et on peut estimer que c'est pour le futur. C'est-à-dire, c'est des choses qui vont se passer, voilà, ils vont payer. Et donc, ça va enrichir ceux qui ont fabriqué et vendu des armes à l'État américain pour les envoyer en Ukraine. Quand on parle de marché noir, le marché noir, il faut déjà commencer par la Russie elle-même. Parce que vous savez, oui, si un ministre des Affaires étrangères donne de la Défense et un ministre de la Défense, bon, en fait, les deux. Puisque c'est eux qui sont regardants de tout ce qui se passe à l'international par rapport à leur pays. Et donc, quand ils parlent ils donnent une information de ce type, ça veut dire que logiquement, ces armes-là doivent se retrouver chez eux. Parce qu'en fait, c'est eux qui cherchent des moyens pour contrer ces armes-là qui sont utilisées par les Occidentaux et par ricochet par l'Ukraine. Et donc, ils doivent chercher des moyens pour contrer ces armes-là. Et donc, quand on me dit que ces armes-là se retrouvent sur le marché noir. Le marché noir, on a parlé du Moyen-Orient, du monde asiatique, du Proche-Orient, du monde arabe, etc., etc. Mais en ce moment précis, les armes qu'on envoie, c'est des armes de guerre. Quels sont les pays qui sont en guerre aujourd'hui et qui cherchent ces armes-là? Il faut se poser cette question. Est-ce que la Russie, qui intervient également en Syrie, a retrouvé ces armes-là en Syrie? Est-ce que ces armes-là sont en Afghanistan, etc.? C'est la question qu'il faut vraiment poser aux deux ministres qui ont donné l'information. Moi, je voudrais dire, en m'assurant que c'est vrai, ça peut être plausible que ces armes-là se retrouvent sur le marché noir. Mais est-ce que c'est pas encore une propagande de la Russie pour désarmer un peu les Occidentaux qui sont en train de pourvoir en armes l'Ukraine? Parce que vous savez, la Russie, c'est une guerre de propagande. Ah, mais ça, de communication. Aujourd'hui, il faut l'avouer.
quand, par exemple, après une semaine, la Russie dit j'ai déjà conquis pas mal de territoires, déjà 20% il y a quelques jours, et les Ukrainiens reviennent pour nous dire non, ok, nos forces sont toujours présentes dans ces zones dont la Russie parle, etc. C'est une guerre de communication aussi, et après, on voit ce qui se passe sur le terrain. Et donc, moi, je me demande si c'est pas pour discréditer le président ukrainien, Lewandowski et Zelensky, pardon. Je suis allé un peu au sport. Zelensky et ses proches pour dire que vous faites des efforts pour que les Ukrainiens continuent par mener la guerre contre nous, mais vos efforts seront vains parce que les armes que vous envoyez ne sont pas utilisées sur le terrain, mais ça se retrouve ailleurs. C'est pour peut-être les discréditer, mais je suis sûr que l'État ukrainien va réagir par rapport à tout ça. Alors, et la deuxième chose, c'est de chercher à savoir par quel canal les armes là arrivent sur les marchés. Alors, puisque c'est des choses qui sont vraiment contrôlées par les Occidentaux pour que ça arrive effectivement en Ukraine, aux forces armées ukrainiennes. Et donc, je me dis que il faut véritablement connaître tout ça pour se dire que, bon, voilà, effectivement, ces armes peuvent se retrouver sur le marché noir. Pour le moment, nous sommes tous dans le doute qui est permis, et nous attendons de voir si on peut nous donner les preuves de ce que ces armes-là se retrouvent effectivement sur le marché noir. Alors, Gabé Adjao, votre regard sur cette déclaration de Sergueï Shoigu, même sur l'autre, il a fait aussi une autre déclaration, l'offensive russe se poursuivra jusqu'à ce que les objectifs fixés par le commandant en chef suprême, c'est-à-dire Vladimir Poutine, soient entièrement atteints. Oui, la Russie avance, mais il faut préciser qu'au niveau de Kiev, la capitale, et à certains niveaux, c'était échec mat. Bon, est-ce qu'il faut le dire ainsi, échec mat? Parce que pour moi, la Russie ne fait pas cette guerre pour pouvoir détruire l'Ukraine. Cette guerre a un objectif assez précis, c'est-à-dire éviter à ce que l'OTAN puisse venir s'installer aux côtés de la Russie, oui, à ses portes. C'était la raison de cette guerre. Et il faut relever aussi que la Russie n'utilise pas au cours de cette guerre les armes de dernière génération. La Russie, et ce sont des médias occidentaux qui ont eu à le dire, la Russie au cours de cette guerre-là utilise beaucoup plus des armes anciennes qu'ils n'avaient pas utilisées. Ça, c'est la version russe peut-être? Non, pas forcément la version russe. Il y a aussi des journalistes occidentaux qui ont eu à le dire et à le signifier. Si la Russie utilisait ces armes de dernière génération, cette guerre prendrait... Ces armes anciennes ont été utilisées pour un temps. Pour un temps. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est les armes nouvelles que la Russie a eu à créer. Voilà. Et surtout... Parce que les Occidentaux ont eu à injecter des armes nouvelles au niveau de l'Ukraine. Ben, aujourd'hui, il va falloir se poser véritablement des questions. C'est vrai que ce sont des affirmations, mais vous savez, ces États-là, on connaît surtout leur système sécuritaire. On sait très bien qu'ils sont véritablement très renseignés. Ces responsables-là ne peuvent pas faire des affirmations assez gratuites. C'est parce mais il ne serait pas mieux peut-être de justifier ces genres de... Oui, c'est vrai qu'il y a une guerre... C'est pour piquer l'Occident. Ça peut aussi l'être, parce qu'il y a une guerre médiatique qui est sur le terrain. La guerre n'est pas qu'au niveau de l'Ukraine et de la Russie, mais aussi la guerre se situe au niveau médiatique. Mais quand ces gens-là disent... Ce genre de choses. Ils ne parlent pas que d'armes sur le marché noir, ils parlent aussi d'équipements militaires. Oui, reste à savoir comment est-ce que ces équipements militaires-là se sont retrouvés au Proche-Orient, des autres équipements. Et moi, mon inquiétude aujourd'hui, quand on me dit que ces armes-là se retrouvent au niveau du Moyen-Orient, on connaît la tension au niveau de cette zone-là. Je pense que c'est assez grave, c'est assez dangereux.
Ça me rappelle le tristement célèbre cas de l'intervention de l'OTAN en Libye, ce qui a engendré aujourd'hui beaucoup de groupes terroristes en Afrique, et on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, les Américains, vous savez, eux, ils sont dans leur coin, mais quand il y a guerre quelque part, et ils utilisent ça pour s'enrichir, même si c'est après que les Ukrainiens vont payer, mais quand même ils vont payer, et ça fait de l'argent gagné pour les USA. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir véritablement s'asseoir et rediscuter. Je ne comprends pas cette ferveur à pouvoir s'installer au port de Moscou. Le bloc occidental vaille que vaille y s'installer, et aujourd'hui ils sont en train de faire entrer la Finlande et autres dans l'Union européenne, pour pouvoir, dans l'OTAN, pour pouvoir être beaucoup plus proche de la Russie. C'est dire que bon, eux aussi ils sont déterminés, seulement reste à savoir si réellement... Est-ce que c'est eux qui veulent cela, ou bien même ce sont ces pays qui ont envie de rentrer dans l'OTAN ou bien de l'Union européenne? C'est parce qu'ils ont été convaincus. C'est parce qu'ils ont été convaincus. Mais ici, moi je dis, à un certain moment, il va falloir qu'on mette l'humain au centre de tout développement, parce que quand l'autre est en paix, toi aussi tu es en paix et tu es en sécurité, mais quand tu crées la guerre quelque part, à un certain moment, tu peux t'estimer être en sécurité, mais c'est l'effet boomerang, quoi. Ça va te revenir de manière très 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 violente. Je voudrais excuse-moi, Michel, je voudrais intervenir par rapport à... D'abord, vous savez que l'Ukraine et la Russie étaient dans l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc, c'est en 1991, le 26 décembre, je crois, que ce bloc de l'URSS a été disloqué et chacun est allé de son côté. Quand mon collègue parle de la guerre il a dit convaincre les Occidentaux. Non, convaincre peut-être. Non, il parle de la source de cette guerre, et je dis c'est un peu minimaliste, parce que il y a des choses encore plus profondes par rapport à la Russie que ce qui a été évoqué. Vous le permettez, Eric Johnson, on marque une petite pause, on vous redonne la parole pour la suite de votre analyse.